Bonjour. Bonjour. On va pouvoir commencer. Voilà. Donc je me présente, je m'appelle Arnaud Etevenard, je travaille pour le PMU, je suis responsable du programme client et j'ai en charge au sein du PMU de gérer l'ensemble des projets qui concourent à la relation client. Et donc parmi les projets sur lesquels j'ai pu travailler, c'est les campagnes marketing, du live chat, du CRM et tout ce qui tourne autour de la connaissance client et notamment du big data dont je vais vous parler aujourd'hui. Et moi, je suis Ludovic Perrault et je hack cette conférence. Je profite de cet espace, une courte publicité. Si vous voulez comprendre et entrer un petit peu dans les entrailles du studio, ce sera dans une autre salle à 17h15. Je suis le studio delivery manager sur le sujet PMU Big Data. Nous accompagnons maintenant le PMU depuis un peu plus d'1 an dans la mise en place de son initiative Big Data. Initiative. Initiative. Ouais, d'accord. Bien, juste avant de commencer et de vous parler du projet, je vais reprendre quelques minutes pour vous parler du PMU. Alors, j'aurais pu faire à l'américaine et faire un sondage qui ne connaît pas le PMU, mais on va se dire que vous nous connaissez, mais je voulais quand même revenir dessus. Donc le PMU, on est numéro 2 du Paris hippique mondial. Et en France, notre activité, elle se décline sur 2 axes. Un axe historique qui est la partie opérateur de jeux en point de vente, le hippique, tous les points de vente que vous pouvez rencontrer, j'imagine, au coin de la rue, là. Et de l'autre côté, depuis 2010, on est opérateur global de jeux en ligne. Donc on propose du pari hippique, du sport et du poker sur Internet. Et on a été élu au mois de juin 3e site marchand français. Et par rapport à cette activité-là, en tant qu'opérateur global, on considère qu'on est premier site de paris français. D'un point de vue activité, PMU, c'est 9,8 milliards de chiffre d'affaires en 2015, qui, pour une grande partie, repart aux parieurs, et l'autre, environ 15%, concourt directement à la filière hippique. C'est bien de le rappeler parce que c'est quand même déjà notre vocation initiale de concourir à la filière hippique. Et en tous les cas, à son maintien, juste un chiffre, c'est de l'ordre de, on estime, je crois que c'est 80 000 emplois générés de façon indirecte par cette activité. De par cette activité que vous pouvez voir là, il est clair que on a pas mal de données qui sont échangées et globalement, 1 heure au PMU, c'est ça. Alors, bien sûr, tous les termes, vous n'arrivez peut-être pas à les comprendre, mais c'est globalement 200 000 paris hippiques chaque heure qui sont pris. Ce sont de l'ordre de 30 000 mouvements de compte, puisque dans notre activité, on gère des comptes clients. On peut parler également de 25 000 mains poker et on ira jusqu'à, par exemple, une centaine d'appels au service client. Donc on voit qu'on est vraiment riche en données. Et lorsqu'on avait mis ça sur la table, on s'est dit, on est légitime à lancer un projet Big Data. Alors ça, c'est bien, mais le problème avec les projets Big Data, c'est de trouver une motivation. Parce que seul, se lancer, ce n'était pas possible. Dire on prend le projet Big Data et on se lance, on ne voyait pas le ROI, il fallait qu'on motive ça. Donc du coup, on a choisi un thème qui était l'internalisation des campagnes marketing de type prospect. En fait, depuis globalement 2009, on avait internalisé les campagnes marketing pour nos clients en compte. Et jusque-là, on avait toujours reporté cette échéance d'internaliser les prospects parce que qui dit prospect dit volume d'informations plus important, qui dit prospect dit source d'informations pas forcément formatée de la même façon, également potentiellement des temps de traitement importants, et puis toute une autre problématique autour de la partie dédoublonnage. Donc du coup, on avait reporté cette échéance jusqu'à ce que le Big Data vienne avec les 4 V, et qui nous disent Big Data, c'est la véracité, c'est la vélocité, c'est les volumes et c'est la variété. Et en fait, du coup, on s'est dit ce projet, il est éligible à la partie à lancer le Big Data.
Associé à ça, on a ajouté un certain nombre de, comment dirais-je, de thèmes métiers, comme par exemple augmenter la cohérence des communications. Forcément, puisque si on internalise l'activité, eh bien nos communications, on va être plus cohérent entre nos prospects et nos clients. On va donc éviter d'envoyer une mauvaise communication à un prospect ou à un client. On va également améliorer nos ciblages. Tout dans une même base, on est plus percutant et plus performant lorsqu'on va gérer ce ciblage. Et augmenter la réactivité. Là aussi, c'est, je dirais, assez naturel, dans la mesure où, par rapport à cette réactivité, tout avoir dans la même base et en centrale fait que lorsque un chargé de fidélisation vient voir quelqu'un du Big Data et dit ben, « moi je voudrais lancer une campagne sur tel type d'individu », on se trouve avec une réactivité de l'ordre d'1 heure, là où avant, en passant avec un sous-traitant, on était plutôt à 2 ou 3 jours. Et le dernier point, qui, lui, quelque part, a amené le ROI global du projet, c'est la partie économie directe de nos sous-traitants. Si on ne sous-traite plus, Jack Bauer, si on ne sous-traite plus cette activité, on a une économie directe. Donc tout ça nous a motivés à lancer ce projet Big Data en octobre 2015. Et ça a été après l'enjeu de ce projet. À l'époque où on a lancé ce projet, et même si parfois c'est encore le cas, la question qui se posait, c'était, on était dans la courbe des désillusions. Les projets Big Data, il y en avait plein qui étaient lancés, plein d'initiatives, c'est pour ça que je rebondissais tout à l'heure sur initiative, Ludovic. Et très peu aboutissaient. Donc nous, on avait un risque, c'était de se dire, si on se plante, c'est bien beau, on aura mis plein d'argent sur la table et ça ne va pas le faire. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'on diminue ce risque de se louper dans cette démarche? Ou alors, en tous les cas, diminuer le risque si jamais ça échouait. La première chose qu'on a fait, on s'est dit, on va, au lieu d'acheter des machines qu'on ne pourrait pas recycler, on va prendre des machines qu'on a déjà chez nous, peut-être un petit peu plus dopées, mais on va, comme on est totalement équipé en machines HP, on a pris des serveurs banalisés HP en se disant, le projet échoue, les serveurs, on les recyclera pour une autre activité. Concernant la partie distribution, on n'a pas osé faire le grand pas et de se dire, allez, on part full open source. Parce que pour nous, c'était ingérable, on s'est dit, on n'arrivera pas à maîtriser tout ça. Pour autant, on voulait quand même quelque chose de proche de l'open source pour bénéficier régulièrement de tout ce que la communauté fournit. Le choix qu'on a fait, c'est la distribution Cloudera. Et enfin, et c'était, je me souviens à l'époque, quand on a fait l'appel d'offres, Xebia a été le seul quasiment à nous proposer une approche agile et en mode régie, plutôt qu'un forfait classique en disant vous rentrez dans une boîte noire et dans 6 mois, vous avez votre produit. Et pour nous, c'était un vrai défi que de rentrer là-dessus. Et on a eu pas mal de discussions d'ailleurs. Quelques-unes. Quelques-unes, ouais. Et l'avantage qu'on y a trouvé, c'est que par cette démarche agile, on avait une petite équipe Xebia. On arrive à afficher à notre direction le budget associé, puisque quand je dis petite équipe, c'est 4 ETP, c'est ça? Oui, un peu moins en l'occurrence. Ça fait 2 data architectes, mais qui étaient à temps partiel, un data engineer, un data scientist. Voilà. Donc 3,5. Ouais, presque. Et associé à une personne de chez nous par rapport au DevOps, dont je reviendrai tout à l'heure. Et donc ça, c'était un élément différenciant pour nous, qui était de dire, on part sur cette petite équipe agile, et ça va nous permettre de maîtriser aussi cet engagement. Alors, à aujourd'hui, où on en est, 11 mois après le lancement, en août 2016, l'internalisation de l'animation des prospects était effective. Et donc, comme je l'ai mis, c'était le premier projet Big Data est un vrai succès chez nous. Alors, un succès parce que depuis le mois d'octobre 2015, on avait affiché un coût, un délai, un périmètre et une qualité qu'il fallait qu'on obtienne à travers le dédoublonnage notamment de nos prospects. Tout a été respecté à la lettre.
On a même fait un petit peu moins cher que ce qui était prévu. Et ça, c'est suffisamment rare pour qu'on se le souligne, parce que tous les mois, on se voyait au niveau du comité de direction, on disait, planning, pas de changement. Donc ça, c'était appréciable. Budget dans les clous, waouh. Et puis à la fin, les métiers heureux parce que ça marchait. Parallèlement à ça, depuis septembre, on a lancé cette fois-ci donc quelque chose ce qu'on a appelé Big Data Lab, qui lui, pour le coup, va plus rentrer dans le Big Data, et je vais y revenir un peu, pas un peu, je vais y revenir plus en détail par la suite. Là où maintenant on fait de l'exploration, on a un objectif, on réalise un certain nombre de POC et on industrialise les POC qui ont des retours positifs. Alors, pourquoi c'est un succès? Pourquoi c'est un succès et quelles ont été les clés de succès? Le premier, c'est que lorsque Xebia est arrivé, ils sont partis en départ lancé. Quand je dis en départ lancé, c'est qu'on avait pris le temps de tracer, d'inventorier l'ensemble des flux de données qu'on voulait mettre dans le socle de notre Big Data. En fait, l'enjeu, c'était, à travers un projet Campagne Prospect, qui était monodirection, mono-enjeu, d'initialiser un socle transverse entreprise. Je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure. Et donc, on avait donc inventorié les flux de données nécessaires. Quand je dis inventorié, c'est qu'on les connaissait, on savait quels étaient les formats, on savait quelles étaient les provenances. Et lorsqu'ils sont arrivés, on leur a donné une liste de 108 flux à charger dans notre Big Data. Et ça, cette préparation, eh bien, pour moi, c'est une condition réelle de succès, puisque au lieu que l'équipe tourne main vide et finalement se décrédibilise les premières semaines de présence, pour oui, c'est bien, tu as une équipe sur place, tu es en régie, mais tu produis rien. Eh bien, j'en vois déjà dans la salle. Moi, j'ai souvenir d'une chose, et ça avait bluffé tout le monde. 2 semaines, c'est-à-dire un sprint après le démarrage, ils nous ont montré, l'équipe Xebia, le premier flux de données clients, de comptes clients, qui alimentait tous les quarts d'heure le big data. Pour nous, c'était juste waouh. Alors bien sûr, on n'était pas en prod, on était sur notre plateforme de pré-prod, mais il a fallu que 15 jours pour faire ça, c'était juste révolutionnaire pour nous. Quelques compléments sur ce point. Effectivement, il y avait 108 flux de données qui étaient inventoriés et identifiés par le PMU. Ça a été fait par un architecte. Pour moi, c'est clairement un facteur clé de succès parce que ça nous a donné, en fait, relativement gratuitement, ça a généré un backlog de flux à intégrer. Adossé à ça, on a mis en place ce qu'on appelle assez communément une definition of ready. En gros, on s'est mis d'accord sur ce que signifie identifier et ce dont on a besoin précisément pour intégrer un flux de données. Et la definition of ready, c'est une règle assez simple. C'est un petit peu comme vous allez vous pointer devant un physionomiste de boîte de nuit. Si vous remplissez tous les critères, vous avez le droit de rentrer dans cette fameuse itération de 2 semaines qu'on appelle communément un sprint. Donc une fois qu'on avait préparé l'ensemble des flux de données, le point d'après, c'était la plateforme technologique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, celle-ci, on ne la regrette toujours pas à date. Elle nous permet de ne pas être bloqué. Lorsqu'on ouvre des caisses, on a une réactivité. Et ça aussi, on est convaincu que choisir une plateforme adaptée est aussi fait partie des Key Success Factors, des facteurs clés de succès de ce projet. Le troisième point, c'est une petite équipe, j'insiste sur petite équipe, on en a parlé sur l'ONODP de TP tout à l'heure, pluricompétences, donc data ingénieur, data scientist et DevOps. Alors juste pour la petite histoire, DevOps, en concertation avec Xebia, on a fait le choix de ne pas le staffer dans l'équipe Xebia, puisque c'était la branche avec la prod, et il fallait déjà que je fasse passer le concept à nos équipes de production, qu'on allait avoir quelqu'un dans les équipes de dev, qui allait avoir la main sur la prod et qui allait fonctionner quasi en autonome. En fait, totalement en autonome, en leur faisant un reporting régulier de ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est un élément important. Avoir un DevOps dans l'équipe nous donne la liberté de fonctionnement. Alors après, il faut bien choisir le profil, mais nous apporte cette réactivité d'être capable, tous les 15 jours, de mettre en production un système, une nouvelle fonction. Et de cette équipe, et là, pour le coup, c'est vraiment lié aux gens d'Xebia, il y a aussi une vraie expertise. Une expertise des gens qui sont dans l'équipe. Une expertise et peut-être une caractéristique de l'équipe,
Je suis très content parce qu'en fait, il y en a plusieurs qui sont là. Il y a Johan, vous pouvez lever la main d'ailleurs. Oui, il y en a 3 qui sont là, plus Ludovic. Et la force qu'ils ont eue, c'est de s'inclure chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'impression de travailler avec Xebia, mais de travailler avec des collègues. On s'est tous mis à réfléchir. On leur a donné la parole pour dire ce qu'il fallait qu'on fasse ou non. On a collaboré à la construction de ça. Et vraiment, messieurs, je suis super content de travailler avec vous. Toujours un petit élément pour compléter ça sur équipe pluricompétente. Dans ce projet-là, il y a des. Qu'est-ce que signifie pluricompétente? Parce que souvent, il y a l'image d'Épinal de la Scrum Team où en substance, tous les équipiers sont polyvalents et peuvent intervenir sur toutes les couches de l'application. En fait, c'est un peu une vue de l'esprit dans cette organisation-là. Ce qui est important, c'est qu'au sein de cette équipe, en définitive, on peut fonctionner en autarcie parce que toutes les compétences sont rassemblées. Ça ne veut pas dire que les gens sont strictement interchangeables. Ça veut juste dire que, et notamment grâce à la présence d'un DevOps, on peut aller d'une idée à la prod beaucoup plus rapidement que dans des contextes plutôt plus classiques. Le point suivant concerne, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'usage défini. Bien souvent, lorsqu'on lance un projet Big Data, tout de suite, on se prend la pression de tout le monde en disant « Qu'est-ce que tu produis là? C'est quoi ton ROI ?» Là, on ne l'a pas eu, parce qu'on savait ce qu'on allait délivrer. Donc pendant qu'on délivrait ça, et que tout le monde était, l'entreprise était rassurée sur ce qu'on était en train de faire, puisqu'on montrait qu'on avançait régulièrement dans ce delivery, eh bien, on n'avait pas la pression de se dire je dois chercher des usages, je dois dégager du ROI, je dois peut-être tirer des enseignements et pas ramener de valeur directe sur le projet. Et ça, pour nous, moi, je reste convaincu que c'était un point important qui a fait que ça nous a ôté toute une part de pression et de questions aussi. Parce que Big Data, nouveaux outils, nouvelles plateformes, nouvelles compétences, nouveaux modes de fonctionnement, que du nouveau. À partir du moment où on n'a que du nouveau, à un moment donné, on ne sait plus où aller. On a ôté la partie je ne sais pas ce que je vais faire. En tous les cas, on s'est dit on va monter l'organisation, monter nos process, développer nos compétences, monter notre plateforme, se familiariser avec un objectif clair, y compris sur les flux. Et du coup, on a déroulé ça. En parallèle de ça, ça nous a permis, alors comme l'équipe était dédiée, le dernier point, c'est qu'on en a profité pour tester de l'exploration. On a fait des essais. Alors, des essais qui ont marché. On a fait par exemple un essai sur une segmentation. Cette segmentation client, elle nous prenait avant globalement 4 heures pour la faire tourner uniquement pour l'initialiser. Et chaque fois qu'on changeait une variable, on prenait 2 heures. Globalement, non, on prenait 15 minutes. Ça veut dire qu'à chaque fois, les personnes prenaient un café, partaient, revenaient, 15 minutes après, ils avaient le résultat. Là, on a industrialisé ça. On fait tourner la requête en 15 minutes. En 15 minutes au lieu de 4 heures. Donc on est passé de 4 heures à 15 minutes. Et désormais, le changement de variable, c'est instantané. Ça veut dire que pour réfléchir au modèle, pour revoir le segment, pour faire changer ses paramètres, les personnes du marketing aujourd'hui le font en temps réel. Et ces tentatives exploratoires, elles ont eu un autre avantage. C'est que ça nous a permis de savoir ce qui n'allait pas dans notre organisation et ce qu'il fallait qu'on fasse évoluer. En effet, quand on démarre avec le big data, et notamment les data scientists, nous, on n'avait pas cette compétence. Donc on a fait appel à Xebia. Mais Xebia, ils ne connaissaient pas nos données. Donc du coup, on se trouve avec une population chez nous d'experts data, les data owners, là, qui connaissent nos data, mais pas la techno. Et de l'autre côté, on a les data scientists. Ils connaissent la data science, mais ils ne connaissent pas nos données. Il fallait qu'on les fasse se réconcilier. On a appris ça durant nos explorations de l'an dernier. On a appris que lorsqu'on faisait travailler les data scientists seuls, sans les data owners, on perdait du temps. Alors ils arrivaient à quelque chose, mais c'était laborieux. Et les data owners de l'autre côté, ils étaient un peu frustrés, ils ne montaient pas sur la plateforme. Désormais, chaque sujet, on les aborde avec un binôme. Un data owner, un data scientist. On monte en compétences mutuelles, en connaissance de nos données sur les data scientists, en compétences sur nos data owners. D'où l'idée lead et contributeurs. Alors, une fois qu'on a l'organisation, le point d'après, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on y met dedans et comment on priorise? Alors, on a fait ça. L'an dernier, pendant 1 an, on a pris notre petit bâton de pèlerin
Et on a fait le tour de toutes les directions du PMU. Alors on est allé voir les réseaux commerciaux, on est allé voir la finance, on est allé voir le marketing, l'international, voir des choses réglementaires ou l'informatique. On leur a dit, ben voilà, c'est quoi les questions que vous posez, que vous n'avez jamais résolues? Alors c'est sûr, on était un peu force de proposition dans ce qu'on pouvait amener, leur dire, voilà, on pourrait très bien avoir tel sujet et tel autre. Alors là, j'en ai mis quelques-uns, notamment sur un développement d'usage en point de vente. Comment on peut améliorer, maintenant qu'on est plus fiable, enfin en tous les cas qu'on arrive à avoir plus d'informations sur le trafic généré sur nos bornes en point de vente, est-ce qu'on peut améliorer cet usage? On peut également mieux travailler sur la fraude, on peut mieux travailler sur le jeu responsable. Alors on avait un ensemble de panels comme ça de besoins, et effectivement on était en train de concourir à aller vers un data lake entreprise. Donc on partait de quelque chose qui était marketing vers l'entreprise. Problème, comment on priorise ça? Alors on a une approche assez simpliste. On s'est dit on va reprendre l'approche PNL, on travaille sur le revenu ou on travaille sur nos charges. Déjà en faisant ça, on se donne 2 axes de travail. Puis après on s'est dit oui mais on n'arrive toujours pas à tout prioriser parce qu'on a toujours des sujets, on voit bien que ces sujets-là de différentes directions vont agir sur le revenu. Comment on les priorise? Alors là c'est encore plus simple, on a pris le chiffre d'affaires. Puis on a dit, vous imaginez, celui qu'on a priorisé en premier. Du coup, on s'est dit, on va travailler sur le réseau et pour agir sur le revenu du réseau. Donc du coup, on a pris ces 3 premiers sujets d'exploration purs. Un, sur les usages. Mieux connaître les usages du réseau, on va améliorer et faire évoluer nos équipements réseau pour mieux satisfaire le client. Si, je sais pas, si les clients utilisent nos bornes plus pour faire telle activité, on va peut-être spécialiser des bornes sur ces activités-là, plutôt que de laisser des bornes génériques. Toujours sur ces équipements, mais cette fois-ci plus sur leur fonctionnement, et je vais y revenir plus en détail juste après, on va travailler sur la disponibilité de ces équipements. Et enfin, un point qui reste important sur notre activité, qui est pour le coup là vraiment particulière à nous, mais pour lequel on a des engagements forts, c'est le jeu responsable, c'est d'être plus proactif vis-à-vis des comportements à risque. Ceci étant, on ne pouvait pas rester que sur des sujets d'exploration. Donc il fallait aussi qu'on réponde aux enjeux entreprises. Donc là, on n'est pas resté sur la priorisation PNL ou chiffre d'affaires, mais l'enjeu, là, c'est de tirer des besoins, de continuer à être dans une vision transverse, enfin de différentes directions métiers de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a continué à travailler sur un reporting pour les titulaires pour la direction commerciale. On travaille avec la direction financière sur une meilleure connaissance de l'utilisation des moyens de paiement dans notre activité. Et on travaille avec la direction internationale parce que je ne l'ai pas mis tout au début, mais en fait on est aussi présent à l'international, à la construction d'un BI. Là aussi, c'est plutôt le côté masse de données et hétérogénéité des données qui nous fait venir vers la partie Big Data. Donc voilà en ce qui concernait nos projets. Ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir plus en détail. Alors, je pense que ce cas-là, on peut le transposer. Moi, j'ai pris des équipements parce que nos équipements, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. On a donc dans notre réseau 12 900 points de vente et globalement, entre les bornes comme c'est sur le dessin là, c'est une petite borne de prise de Paris là, ou les terminaux qui sont au-dessus, on considère qu'on a 22 000 équipements. 22 000 différents. Pourquoi je dis différents? Parce que chaque équipement possède un écran, possède un petit pad là, vous voyez là, je ne sais pas si on le voit, enfin on voit tout sur la photo, j'ai trouvé, maintenant que j'ai un petit laser, normalement, voilà. Ici là, ça c'est un petit pad pour du sans contact. On a ici un clavier pour la carte bancaire, on a ici le lecteur de carte en lui-même, et ici une imprimante. Quand vous regroupez tout ça, plus l'écran, on a quasiment, peut-être pas 22 000 équipements différents, mais on en a, sachant qu'ils ont été déployés sur plusieurs années, donc chaque composant étant presque différent de l'autre. Je ne sais pas combien de différences on a, mais on est presque à 22 000 équipements différents. Donc le but là, c'est qu'on arrive à valoriser chaque équipement et de se dire, de le connaître au niveau du chiffre d'affaires qu'il génère, à l'instant T, T moins 1 heure, T moins 7 jours, T moins 1 mois,
et de pouvoir voir un petit peu cet ADN, on va prendre l'image de l'ADN, cet ADN, comment il évolue dans le temps. L'idée, c'est qu'on puisse ensuite agir sur ces équipements pour être plus proactif dans la détection de panne. Je vais illustrer cette idée d'ADN là. Aujourd'hui, lorsqu'on prend un équipement, alors c'est des valeurs fictives, hein, ils ne font pas tous ce chiffre d'affaires là, on aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. C'était pour simplifier. Globalement, tous ont un chiffre d'affaires, ils ont un nombre de jours d'activité et ils ont des bobines. Ça, on va le faire sur chacun des équipements et le tracer dans le temps. L'axe temporel, je ne l'ai pas mis là. À partir de là, cette modélisation va nous amener la connaissance individuelle de chaque équipement. Et dès qu'on va avoir un des équipements qui dysfonctionne, bourrage d'imprimante, panne de lecteur ou autre, qu'on n'arrive pas à expliquer par un programme de course différent, et ça c'est, je vais dire relativement simple, c'est pas vrai, mais ça se tient quand même. Comme dans un point de vente, on n'a pas qu'un seul équipement, on va le comparer en relatif avec les autres, et se dire, à partir du moment où un équipement se met à dysfonctionner et que le chiffre d'affaires est reporté sur les autres, c'est qu'il a vraiment un problème. Même si jamais c'est très faible et qu'on n'est pas encore en panne totale. Et juste pour la petite histoire, l'histoire des bobines, là, on a eu le cas là dernièrement sur les bobines, on a réapprovisionné, on a pris un nouveau fournisseur, on a une nouvelle version de bobine de papier là. Vous savez, ce papier, il est quand même assez, il est glacé et tout, il a quand même un certain coût. Et lorsqu'on a diffusé ces bobines dans le réseau, en fait, un certain nombre d'imprimantes ont fait du bourrage papier. Problème, impossible de connaître les imprimantes. Impossible de savoir quelle imprimante consomme bien le papier, quelle imprimante consomme mal le papier. Résultat, pour ne pas bloquer l'activité, tout le papier est reparti à la benne. Le coût, c'était juste démentiel, quoi. Désormais, notre enjeu, c'est d'identifier ces bornes, de détecter ces imprimantes et de pouvoir réallouer le papier aux bonnes bornes, celles qui étaient capables de le manger. Malheureusement, on est arrivé un peu tard. Donc l'idée, dans ce qu'on est en train de faire là, c'est de travailler sur donc les signaux faibles. Et donc si effectivement on s'aperçoit, là aussi de façon un peu caricaturale, qu'on a quelques signaux faibles, c'est-à-dire que la borne elle a fonctionné 2 jours de moins, qu'on a mangé une bobine de moins, enfin consommé une bobine de moins, ou qu'on a un enjeu légèrement différent alors que le reste du chiffre d'affaires du point de vente ne bouge pas, c'est bien qu'on a cette borne qui est en signal faible. On va donc pouvoir générer un mail ou un appel à notre assistance téléphonique, déclencher une maintenance préventive avant même qu'on soit en maintenance réactive. Le dernier point qu'on a en exemple là-dessus, donc sur ces 22 000 équipements, il est clair qu'ils n'ont pas tous le même degré de fiabilité. Certains, lorsqu'on reprend, et là c'est pas lié à un constructeur, c'est lié à un ensemble de composants qui vont constituer cette borne. Et donc là l'idée, c'est de travailler sur cette identification des bornes, cette cartographie des bornes au niveau de notre réseau, et de se dire il y a peut-être des choses à améliorer ou à réallouer pour optimiser le fonctionnement, les interventions de maintenance, voire réallouer certains équipements là où l'activité est plus critique que d'autres. Ça, c'était pour la partie transactionnelle. Et l'enjeu désormais, et donc ce que je vous dis là, c'est pas que de la théorie, parce qu'on a commencé à y travailler, on a vu les premiers exemples pas plus tard que la semaine dernière, de courbes où on s'aperçoit qu'entre une modélisation d'activité théorique et la réalité, des dysfonctionnements apparaissent et qu'on est en capacité d'aller vérifier qu'une borne dysfonctionne. Une fois qu'on aura travaillé sur les bornes, on va travailler sur les équipements qui sont plus transactionnels, mais cette fois-ci qui sont d'autres supports. Comme nos écrans d'information, c'est les écrans du milieu, là, c'est ce qu'on appelle, il y a des écrans en point de vente qui vous donnent le programme des courses, ou même la diffusion télé, parce qu'on sait, on intuite qu'on a un lien direct entre la disponibilité des équipements de type télévision ou écran point de vente et l'activité du point de vente. Le big data, de par la data qu'on va pouvoir capturer désormais sur ces équipements connectés, va nous permettre là aussi d'être plus proactif dans cette utilisation, voire une réallocation d'écran, là où on se dit que l'écran n'apporte rien, alors que le point de vente d'à côté en aurait peut-être besoin. Avez-vous des questions ?
pour l'exposé qui était très clair. Dans la mise en œuvre des solutions techniques pour répondre à ces usages métiers, vous avez parlé donc de la reprise de flux existants, si j'ai bien compris, pour alimenter une plateforme de type Big Data. Est-ce que sur les aspects plus BI, BI opérationnel, vous avez reconstruit quelque chose à côté, un data warehouse à côté de la plateforme Big Data, ou vous avez traité tous ces aspects métiers sur la plateforme Big Data? En fait, oui, le BI, on l'a déjà, en fait. On en a déjà un qui existait. L'enjeu est probablement de le faire, lui, migrer vers ça. Mais pour faire cette migration-là, nécessite au moins que les métiers se réapproprient cette nouvelle masse d'informations. Donc pour l'instant, on a les deux systèmes en parallèle. On a le BI classique qu'on avait monté il y a quelques années qui continue d'être alimenté, et on est en train de reprendre l'activité petit à petit de l'autre côté, notamment sur cette partie, sur la partie Big Data. J'aurais aimé savoir de quelle volumétrique de données on parlait par heure, par jour. Enfin, je ne sais pas quels sont vos... Cool. C'est à prendre avec des pincettes. Dans mon souvenir, Vianney, le DevOps, qui n'est pas là, parlait de 7 gigas par jour en avril. C'est à peu près ça? Merci Sylvain Lequeux. Oui, en fait, donc 7 gigas par jour, et pour continuer dans les chiffres, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été capable là de remonter l'historique qu'on avait stocké jusqu'à présent dans des bases non exploitables, parce qu'on avait un mainframe et on n'arrivait pas à exploiter la data. Par contre, elle était stockée. Donc on a redécompressé toute l'information, on l'a rechargée. Aujourd'hui, on a 50 données, c'est ça? On est depuis 2011. Voilà. Donc depuis 2011, on a un détail au niveau de l'utilisation de ces bornes et de ces équipements. Vous avez cité un chiffre qui était finalement l'ouverture, l'ajout d'un flux de données par sprint. Est-ce que vous êtes propriétaire de toutes vos data sources, ou est-ce que vous êtes, par exemple, pour les guichets, est-ce que ces guichets appartiennent à un partenaire et du coup vous êtes tombé sur des problématiques de sécurité, de bulle, etc. En l'occurrence, c'est pas un flux par sprint, hein, c'est plus. Non, on est propriétaire de tous les flux de données. Donc on n'a pas eu ce problème-là. Maintenant, sur la partie sécurité dont je n'ai pas parlé, on a une double approche. La première approche, c'est on a fait une sécurité technique, hardware au départ. On a rendu tout étanche, on a mis un cluster séparé. Et ensuite, via des proxys, on a nominativement autorisé un certain nombre d'utilisateurs. Et désormais, là aussi c'est récent, mais je vois Sylvain qui sourit, puisque c'est depuis hier, lundi, on a eu la preuve. La prod et la pré-prod sont totalement kerberisées. Et donc maintenant, on va arriver à l'étape suivante qui est, donc de nouveau la prod est totalement étanche, on n'arrive plus à y accéder, sauf, entre guillemets, en tout cas, plus personne ne peut y accéder, sauf certaines personnes nominatives. Et on va passer avec l'Active Directory, c'est notre étape suivante, pour que d'un groupe d'utilisateurs donnés, on puisse accéder à un certain nombre d'informations du Big Data, puisque, tant qu'à faire, je continue là-dessus, on s'est mis à lancer un dictionnaire de données sur lequel on est en train de catégoriser la criticité des informations, puis ensuite de dire telle information, tel groupe de personnes peut y accéder ou tel groupe de personnes ne peut pas y accéder. Enfin, plutôt peut y accéder, à ce moment-là, avec l'Active Directory, on va faire le lien entre les trois. Pour le nombre de flux, juste pour avoir un nombre concret à se rattacher, les 10 premiers sprints ont permis l'ingestion d'une centaine de flux. Voilà. Dernière question, vous avez passé combien de temps sur le chantier carvérisation? Je sais pas, je sais à peu près en délai, oui. Depuis qu'on l'a lancé. Il faut juste que je me remémore quand est-ce qu'on l'a lancé. Par contre, je sais qu'on l'a pas fait Ah, Sylvain, j'ai bien fait. Techniquement, dans l'ETS, c'est presque un an le temps d'avoir toutes les démarches qui soient faites. Techniquement, les manipulations, c'est d'ordre d'une journée. En fait, c'est plus une sorte de délai pour avoir tout qui est correctement configuré, bien après au moment du SI. La manipulation technique, en soi, c'est pas grand-chose. Tout s'est fait pareil, les DNS.
C'est plein de choses à préparer. Une fois que tout est prêt, la sécurisation lundi a pris 4 heures pour sécuriser avec le store de prod. Et c'était pas un an, puisque ça fait un an qu'on a démarré là, mais on a lancé le sujet kerberisation plus tardivement. Moi, je dirais février. J'aurais parlé de 6 mois plutôt que d'un an. J'aimerais en savoir un peu plus sur qu'est-ce que c'était un échange type entre un data owner et un data scientist. Comment est-ce que ça s'organise? Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce que l'un sait? Qu'est-ce que l'autre ne sait pas? Merci pour la question. C'est dommage parce qu'on a perdu Johan qui était là. On a perdu le data scientist en cours de route. Alors, nos data owners, ils utilisaient jusqu'à présent, et ils continuent d'utiliser d'ailleurs sur le système existant, et notamment sur nos BI classiques, soit des outils de type MicroStrategy, soit SAS. Donc c'était plutôt des data miners. Là, le réalgorithme, c'est toute une techno qui est derrière, même un langage de programmation presque au niveau SAS. Mais par contre, comme ça fait des années qu'ils travaillent dessus, quel flux de données contient quoi, quel champ, à quoi ça correspond, comment on fait pour croiser une activité d'une borne avec le flux de Paris, ou comment on décrypte un flux de Paris, ça, ils l'ont appris avec le temps. De l'autre côté, le data scientist, il vient, lui, avec la partie... donc nous, on a fait le choix de développer, notamment sur Python Notebook. Il y a un certain nombre de librairies qui sont utilisées, il y a un certain nombre de librairies qui sont disponibles. Le data scientist, il vient avec la connaissance des librairies possibles par rapport à des problématiques métiers énoncées. Puisque après, le deal, c'est de passer un certain nombre de ces modèles en fonction d'une problématique et de regarder ceux qui réagissent le mieux. Et à partir de là, on élit un modèle qui est bon. Donc lui, il vient avec ça, mais il ne sait pas comment croiser les données. Donc lorsqu'on les met ensemble, le data owner explique sa problématique métier, dit voilà, il faudrait qu'on arrive, là l'enjeu métier. Les données que je pense nécessaires à ça, notamment les variables qui pourraient expliquer la situation, c'est toutes celles-ci. Et à ce moment-là, le data scientist lui explique comment il va construire son modèle et comment il le fait tourner. Pour compléter, ça c'est clairement un des gros enjeux des initiatives data. Il y a plusieurs objectifs derrière ça. Les data scientists ne sont pas du PMU, donc ne connaissent pas particulièrement la donnée, ça il l'a très bien expliqué Arnaud. Mais il y a aussi quelque part un enjeu de passage de compétences, tout simple. À un terme donné, le PMU doit être complètement autonome en définitive sur l'utilisation de son data lake. Et donc, il faut dans le concret embarquer, éventuellement pendant des périodes courtes, peut-être pendant des sprints, des data owners pour qu'ils rentrent dans le métier. Il ne faut pas se voiler la face. Tout ce qui est data science, c'est des métiers qui sont extrêmement récents. Les gens du PMU, mais de n'importe quelle société qui mettent en place un data lake, n'ont pas simplement conscience de ce que rend possible la data science, et il faut apprendre tous ensemble. Alors c'est une image d'Épinal que de dire ça, mais c'est dans la collaboration directe que ça va se rendre possible. Il faut être clair, les premiers usages qu'on a faits, on a eu des data owners qui nous ont dit c'est pas la peine d'aller travailler sur ce sujet, moi ça fait des années que je travaille dessus, on n'a jamais rien trouvé. Donc on les a pas eu avec nous au départ. Quand j'ai dit qu'on a perdu du temps, qu'on a expérimenté et qu'on a appris, on a appris ça. Lorsque le data scientist a travaillé après sur le sujet et qu'il est revenu le voir en disant, tu vois, regarde, je commence à voir ça. Il dit, ça commence à m'intéresser. Et à partir de là, on commence à cranter. Après, c'est le changement. Alors le changement, il prend du temps. Et il faut aussi accepter, parce que du coup, ça veut dire que pour les gens qui étaient, je suis transparent là, pour les gens qui étaient aux manettes des données, qui étaient data miners, qui maîtrisaient toute la techno, toute la data, d'un coup, ils se retrouvent un petit peu en défaut par rapport à ça. Il faut juste accepter qu'il y a un temps de remonter en compétence sur cette nouvelle techno pour que après on puisse repartir. Le deal qu'on a avec Xebia, c'est qu'ils ne restent pas ad vitam aeternam chez nous, même si on les aime bien. Mais c'est bien. Nous aussi, on vous aime bien. Je sais. Mais c'est bien qu'ils nous accompagnent dans cette montée en compétences. Après, ça ne sera peut-être pas sur tous les profils, mais en tout cas sur la partie datation, c'est sûr. Comment est-ce que vous avez géré l'approche catalogue de données? Vous l'avez géré manuellement avec un référentiel, vous avez inventé votre propre solution, vous avez la solution qui marchait.
Non, on est parti from scratch d'une feuille blanche, en reprenant chaque flux, en détaillant. Ensuite, là, par contre, techniquement, on est en train de s'appuyer sur le data cruncher qu'on a mis, c'est ça? Et sur Cloudera Manager, Navigateur, merci, pour industrialiser ça dans sa gestion. Merci. Merci bien.